Le 19 septembre 1961, un couple d'Américains, Betty et Barney Hill, vont faire l'observation d'un vaisseau alien en train de les suivre. Et je vais vous raconter leur histoire. Une fois n'est pas coutume, après le gros dossier réalisé sur Roswell, je continue mon chemin vers la connaissance des histoires mystérieuses autour des ovnis. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on va pas s'attaquer à n'importe laquelle. Celle du couple des Hill est l'une des plus connues, des plus célèbres et surtout des plus anciennes histoires d'abduction. C'est surtout la première histoire d'abduction alien qui tient plutôt debout. Avant d'aller plus longuement dans la vidéo, je vais vous demander un petit effort, ne pas vous fixer d'a priori sur l'existence ou non des extraterrestres et sur leur présence sur la Terre. Alors oui, je sais ça peut paraître un petit peu trop fantasque pour certains, mais à ce stade de la vidéo, vous ne pouvez pas déduire si oui ou non cette histoire est vraie. Ou en tout cas, pas avant d'avoir eu certaines analyses que je vais vous donner. Alors allons-y. Le couple Hill rentre de vacances, et pour ça ils doivent passer par Newcastle dans le New Hampshire. C'est là que Betty va observer pour la première fois un point lumineux blanc en train de les suivre. Elle va donc tout naturellement en parler à Barney, qui lui va a priori pas s'inquiéter dès le départ. Il va d'abord penser à un potentiel avion ou quoi que ce soit d'autre qui peut potentiellement être en train de faire un trajet ou de les suivre. Mais quand il se rend compte que ça les suit vraiment, là il commence vraiment à s'inquiéter. C'est pour ça qu'ils vont s'arrêter au minimum 4 fois sur leur retour pour essayer d'observer ce fameux point et essayer de comprendre ce que ça peut être. Mais l'observation qui va le plus nous intéresser, c'est l'une des dernières où là il va sortir ses jumelles et comprendre que ce n'est ni un avion, ni un ballon, ni quoi que ce soit d'autre, mais bien un vaisseau alien d'après lui. C'est-à-dire qu'il va observer à peu près cette forme-ci. Il va observer de 9 à 11 silhouettes humanoïdes en train de les fixer. Déjà là, moi il m'en faut pas beaucoup plus pour flipper. Si tout ça c'est vrai, ah bah je peux comprendre qu'il soit pas très bien le mec hein. Et il va tellement se mettre à flipper, ce qui est à peu près normal pour la majorité d'entre nous je pense, qu'il va préparer son revolver dans la voiture. Alors oui, on est aux States, hein. Les revolvers c'est aussi courant qu'une boîte de chewing-gum dans une bagnole quoi. Il va démarrer la voiture le plus rapidement possible et essayer de partir le plus vite possible de l'endroit où il est. Le problème étant qu'il va se mettre à bifurquer vers une route de campagne, une route de forêt, pour essayer de semer cet objet et de faire en sorte que l'objet ne puisse plus les voir sous les feuillages, sous les arbres, etc. Donc il va prendre un virage très serré, un petit peu à la manière d'un pilote de course, hein, pour essayer de les semer. Le souci étant que ce vaisseau spatial, va forcément les rattraper. Il va même aller jusqu'à se poser devant eux, et là ils vont entendre une série de petits bips. Et après, à partir de ça, leur souvenir s'arrête. Mais ils vont se rendre compte qu'ils ont mis beaucoup plus de temps à parcourir 56 km, c'est-à-dire environ 4 heures de plus que leur trajet initial. Durant ces 4 heures de plus, il y a 2 heures qu'ils ont complètement en trou de mémoire. Tout le reste, ils se souviennent s'être arrêtés au bord de la route pour observer un vaisseau les suivre, etc. Ce qui demande bien sûr du temps en plus dans leur trajet qui n'était pas prévu. C'est ce qui explique donc ces fameuses 4 heures supplémentaires. Mais dans ces 4 heures, il y a 2 heures dont il n'y a aucun souvenir. Je sais pas vous, mais déjà je trouve ça troublant. Après ça, ils vont rentrer chez eux et c'est là qu'ils vont commencer à remarquer des choses un petit peu particulières, notamment un état un petit peu nauséeux et surtout des traces de griffures sur le bout de leurs chaussures. En plus de ça, la robe de Betty va comporter des traces roses, comme si un liquide se serait renversé finalement dessus. Et le lendemain matin, Betty va remarquer aussi des absences de peinture sur la carrosserie de la voiture de son mari. Et vous commencez à me connaître, hein, si je vous en parle, c'est que clairement ça ne s'arrête pas là. Et non, Betty va commencer à développer des troubles du comportement et même créer une dépression autour de toute cette histoire. Le problème c'est que ça, Betty, ça lui arrive assez souvent pour plein de choses qui peuvent lui arriver au quotidien et pas seulement pour ça. En tout cas, elle commence à développer des vraies sensations de mal-être par rapport à cette histoire. Elle va donc confier toute cette histoire à sa sœur, qui elle-même va lui dire certaines choses qui sont, vous allez voir, plutôt intéressant. Mais avant même de vous expliquer ce que lui a révélé sa sœur, surtout lui conseiller d'appeler l'armée pour essayer d'avoir des informations et puis au moins faire en sorte que quelqu'un soit au courant de ce qui a pu se produire. Barney lui était complètement contre, il ne voulait absolument pas parler de cette histoire, il voulait surtout l'oublier et qu'on ne prenne pas pour un dingue. Après avoir appelé l'armée, Betty va être contactée par une sorte d'Indiana Jones des aliens qui va essayer avec eux de comprendre ce qui a pu se passer durant ces 2 heures de trou. Est-ce que c'était une hallucination ou pas? Et finalement, lui, il va essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, c'est pas lui qui va les trouver. Et non, ces solutions, c'est Betty et Barney qui vont les trouver eux-mêmes grâce à un hypnothérapeute. Comme je vous l'ai dit, Betty avait l'impression d'être en dépression, par conséquent elle va aller voir un psychologue, et ce psychologue va la diriger vers un hypnothérapeute pour qu'il essaye de comprendre et de trouver ce qui a pu se passer durant ce fameux trou qui a l'air d'être très très important pour elle et qui a l'air de comporter une vraie source de mal-être. Il faut savoir que Betty et Barney vont être interrogés séparément puis ensemble et il y a un total de 40 heures d'enregistrement sur cassette audio qui va du coup être simplement les archives de ces fameux témoignages sous hypnose. Pourquoi je vous dis témoignage sous hypnose? Parce que là effectivement, en état d'hypnose, leur mémoire va se débloquer. Un petit peu comme si elle s'était bloquée à cause d'un fait troublant. Et là, elle va s'ouvrir, ils vont se mettre à raconter ce qui, d'après eux, a été vécu durant ces fameuses 2 heures de trou. J'ai malheureusement pas eu accès aux archives audio concernant ce témoignage sous hypnose, mais par contre, grâce aux interviews multiples de Betty, je vais pouvoir vous raconter sa version de l'histoire.
il va même aller jusqu'à se poser devant eux, et là ils vont entendre une série de petits bips. Et après, à partir de ça, leur souvenir s'arrête. Après cette série de bips, ils seraient donc sortis de la voiture pour aller au contact des personnes qui avaient devant eux. Car oui, c'était pratiquement des personnes, c'est-à-dire qu'ils ressemblaient plus ou moins à un être humain classique, c'est-à-dire qu'ils faisaient à peu près notre taille, ils avaient des yeux qui étaient par contre assez éloignés les uns des autres, avec un nez bon assez petit, bon bref, en gros le schéma classique du petit gris mais en plus grand. Les petits gris je vous en ai déjà fait une vidéo, je vais pas recommencer, hein, si vous voulez connaître un petit peu cette espèce alien, je vous laisse du coup aller voir directement ce que j'ai déjà pu réaliser. Bref, ce n'est pas le sujet. Ils vont donc très rapidement comprendre qu'ils n'ont tout simplement pas le choix et qu'il va falloir suivre ces êtres venus d'ailleurs pour aller potentiellement subir une expérience sur leur corps. Mais ils vont le comprendre certainement de deux façons différentes. En tout cas, ils le racontent de deux façons différentes. C'est-à-dire que Barney lui décrit une sorte de langage télépathique entre eux et lui. Quant à Betty, pour elle, ce serait plutôt une sorte de langage assez classique, assez naturel, hein, qui viendrait d'une sorte d'interprète qui lui parlerait dans sa langue maternelle à elle, avec quelques mots. Hein. Ce serait pas des phrases bien dites, mais simplement quelques ébauches de phrases et de mots par-ci par-là. Suite à ça, ils vont être directement dirigés dans le vaisseau de ces êtres venus d'ailleurs, et c'est pas. Pour les mecs, vous allez voir, ça va être un plaisir monstrueux. Barney raconte que finalement il l'aurait allongé sur une espèce de brancard, hein, sur une espèce de table médicale, et que là ils auraient rentré une assez grosse seringue dans son engin génital. Hein, déjà, pas mal niveau sensation. Là, ils auraient essayé de récupérer du coup un liquide. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. En tout cas, encore une fois, d'après lui, c'est ce qu'il cherchait à faire. Il n'a pas vu grand chose, et surtout, il a eu très mal. Maintenant, vous allez voir, c'est tout aussi sympa. Betty, elle va témoigner que... pareil, hein, brancard, machin, truc allongé, et là ils auraient essayé de lui rentrer une énorme seringue aussi, hein, dans le nombril. Déjà, c'est pas mal. Elle sait pas trop ce qu'ils ont fait, elle sait pas trop ce qu'ils ont pris quelque chose ou quoi que ce soit. Elle en sait rien, elle dit pas qu'elle avait forcément mal, mais voilà, ils ont fait ça, et après, visiblement, ils l'ont laissé tranquille. Hein. Bon, ils l'ont laissé tranquille, ils l'ont pas non plus laissé sortir. Après, elle va avoir parlé, discuté avec ce fameux interprète qu'elle avait remarqué dès le départ, qui avait dit qu'il leur voulait pas de mal, juste une expérience, elle va appeler le chef, voilà. Elle va donc parler avec lui, et lui va lui montrer une sorte de carte, une sorte de photo du ciel, de l'espace, et elle va lui demander, en tout cas elle croit comprendre qu'il lui demande, de situer la planète Terre là-dessus. Le souci étant que Betty n'a aucune connaissance de l'espace, du cosmos, de l'univers, et donc par conséquent elle va pas réussir du tout à savoir où est la Terre sur la carte qu'il montre. Du coup là il va comprendre que ça n'a aucun intérêt intellectuel, pour eux en tout cas, de discuter avec ces deux êtres humains, et par conséquent ils vont les laisser repartir dans la voiture, et voilà. Ça, c'est ce qu'il raconte sous hypnose. Stop, il y en a encore certains d'entre vous qui sont pas abonnés à la chaîne, c'est super dommage, il y a d'autres vidéos comme celle-ci qui vont sortir d'ici très peu de temps, alors abonnez-vous, mettez la cloche, prenez un petit café et attendez la sortie des prochaines vidéos. Ah si c'est fait, on peut y aller. Une scientifique va utiliser le croquis que Betty va faire sous état d'hypnose de cette fameuse carte stellaire. Elle va essayer de comprendre si oui ou non c'est possible qu'il y ait cette fameuse carte qui existe, et si oui ou non il y a un système qui ressemble à celui qui a été dessiné. Et effectivement, il y a bien le système de Zeta Reticuli, le fameux système de Zeta Reticuli, qui va être semblable à la carte qui va être dessinée par Betty. Je vous laisse admirer finalement. Le souci avec cette carte, en tout cas le souci que moi j'ai avec cette carte, c'est que actuellement, avec nos connaissances d'aujourd'hui, de 2020, on sait que cette carte ressemble pas seulement à ce système de Zeta Reticuli, mais à plein d'autres systèmes. Par conséquent, oui, à l'époque, c'était certainement le seul qu'on a trouvé compatible, mais aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont compatibles avec cette carte, vu que cette carte est complètement approximative, et qu'elle pourrait ressembler à plein d'autres systèmes. Voilà. Donc on peut pas se fixer sur le fait que cette carte est valide. Non, pas forcément. Et comme tout ça a été raconté sous hypnose, j'ai décidé de faire appel à un ami hypnothérapeute pour essayer d'avoir son avis sur ce témoignage, mais pas seulement. Aussi sur l'hypnothérapie en général, pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'hypnose, et si oui ou non on pouvait apporter du crédit à un témoignage sous hypnose comme celui-ci. Bonjour Kirill, merci d'être venu avec nous pour discuter un petit peu, nous expliquer un petit peu toi ton ressenti sur l'affaire, ta vision des choses. Je te laisse te présenter rapidement du coup aux viewers pour leur expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Moi je m'appelle Kirill, donc je suis étudiant en Master 2 de psychologie. À côté de ça, je pratique l'hypnose thérapeutique. Je voulais vraiment que tu viennes, c'était très important pour moi parce que comme cette histoire se base pratiquement complètement sur des faits révélés en hypnose thérapeutique, j'aurais aimé savoir d'abord si on peut vraiment apporter un réel crédit, une réelle importance à des faits révélés sous hypnose thérapeutique après un choc post-traumatique comme ça, ou si finalement ça peut être biaisé, si ça peut être complètement, peut-être pas inventé, mais en tout cas influencé d'un point A à un point B, ou si on peut constituer ça comme une preuve. Déjà, je sais pas, tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos de la mémoire, mais de manière générale, même sans même parler d'hypnose, la mémoire de toute façon c'est quelque chose qui est très malléable, C'est-à-dire que sans même suggestion extérieure, sans même qu'il y ait de personnes qui te posent de questions ou quoi,
toi-même, déjà au moment où tu encodes un souvenir, donc au moment où tu vis une expérience et où tu le sauvegardes en quelque sorte dans ton cerveau, il y a des risques d'erreur d'encodage un peu, tu vois. Il y a des risques qu'à ce moment-là, déjà dans un premier temps, tu aies certaines choses qui soient mal enregistrées ou que tu aies eu l'impression de voir, ou en fait que tu aies eu des biais en fait, tout simplement à ce moment-là. Et en plus de ça, à chaque moment où tu vas accéder au souvenir, et d'ailleurs plus tu vas accéder de fois au souvenir, plus ça va le faire. À chaque moment où tu y accèdes, en fait, c'est comme si tu le recréais un petit peu ce souvenir, et où du coup, potentiellement tu le modifies en fait aussi quand tu y repenses. C'est pour ça que des fois tu as des gens qui, typiquement après une dispute, je pense que c'est assez représentatif, quand ils reparlent, admettons un couple qui se dispute, quand ils reparlent après de la situation, t'en as un des fois qui a l'impression que l'autre a dit quelque chose et l'autre qui a l'impression que l'autre a dit autre chose, et ils sont persuadés que d'avoir dit tel mot et l'autre est persuadé d'autres mots, tu vois. Et quand en plus tu es investi émotionnellement, donc là je pense que c'est le cas dans l'affaire dans l'article que tu m'avais fait lire, quand tu es investi émotionnellement, je pense qu'il y a potentiellement d'autant plus de chances pour que tes filtres qui viennent biaiser un peu tes perceptions, quoi. On a Betty qui fait ce dessin sous état d'hypnose. Hein, je sais pas comment elle peut faire ça techniquement pour réussir à faire un dessin plus ou moins précis, qui est d'ailleurs très approximatif, d'une pseudo-constellation qu'on reconnaîtra des années après. Et surtout pour avoir un témoignage aussi précis. Ils vont aller vraiment dans de la précision, dans des détails. Est-ce que ça c'est courant en hypnose d'aller dans du détail d'un événement qu'on n'a potentiellement pas vraiment vécu? C'est courant, je sais pas comment répondre à ces questions. C'est facile à faire, c'est vraiment facile à faire. D'accord. C'est très simple en posant des questions qui sont orientées, d'aller dans les détails. Est-ce que c'est pertinent? J'en suis beaucoup moins sûr parce que déjà de base, quand on t'interroge, je le disais tout à l'heure, quand on t'interroge sur des souvenirs, on les modifie. Enfin, tu les modifies potentiellement rien qu'en y accédant toi. Si moi, j'oriente ma question, sans le faire exprès, mais voilà, que je fais des suggestions où j'oriente ma question par rapport à les petites idées que j'ai dans la tête, ce que je pense, il y a encore plus de chances pour que je t'oriente. Mais si tu es en état de transhypnotique, comme tu es davantage suggestible, donc davantage sensible à la suggestion, à la parole, suggestion c'est, je sais pas, une suggestion basique, ça serait il fait chaud, tu vois. Genre, voilà, il fait chaud, je le suggère, t'avais pas forcément chaud avant que je le dise, t'as pas forcément chaud après que je le dise. Mais on va y penser. Mais voilà, tu vas y penser, donc potentiellement ça peut te suggérer que t'as chaud. Ouais, carrément. Voilà. Alors je me doute bien que l'hypnothérapeute j'espère qu'il leur a pas dit quand même, est-ce qu'ils vous ont montré une carte stellaire, parce que c'est quand même tellement orienté comme question que... Par contre, il a pu demander, est-ce qu'ils ont communiqué avec vous? Voilà, ce genre de choses. Avec vous. Ce qui donnerait des réponses par exemple potentiellement différentes, comme il y en a un qui se dit, oui, enfin les deux ont l'impression d'avoir communiqué puisqu'ils ont échangé, et les deux se l'expliquent et donc cherchent à se le justifier, et donc pour compléter un peu le souvenir, il y en a un qui a l'impression de leur avoir parlé, l'autre qui a l'impression de... D'accord, donc en fait si jamais on peut se fier à ce témoignage, grosso modo ce serait dans les grandes lignes mais pas du tout dans les détails. Les détails sont trop influençables en gros. Pour moi on peut pas se fier du tout à un témoignage sous hypnose. Je suis vraiment pas du tout convaincu de ça, parce que t'es d'autant plus suggestible en fait, c'est chercher à accéder à des souvenirs en étant d'autant plus suggestible. Alors oui, des fois par exemple t'as quelqu'un qui a perdu un objet et qui demande, enfin moi ça m'arrive encore cette semaine, tu vois, une amie qui avait perdu un objet et qui me demandait j'aimerais bien le retrouver sous hypnose, et il se trouve qu'elle l'a retrouvé avant qu'on se voit pour la séance, donc c'est bon. Mais typiquement c'est des cas où des fois la personne le retrouve sous hypnose parce que l'info était là quelque part enfouie, mais très souvent on a aussi l'inconscient de la personne qui est en mode l'objet il est je sais pas sur le lit, et il est pas du tout sur le lit, tu vois, mais parce que la personne s'est créé le truc, ou l'inconscient sait pas en fait, tu vois. Donc quand tu as un moyen de vérifier ce que tu cherches, ça va, c'est facile. Mais quand c'est pour vérifier la véracité de propos, c'est absolument pas, pour moi c'est pas du tout pertinent. Il y a encore une chose qui me chiffonne, sur laquelle j'aimerais bien ton avis. Sur la séance d'hypnose de Barney, il y a un moment où il va s'énerver et du coup l'hypnothérapeute va décider de mettre court à cette séance. En gros, Barney va être très énervé, il va raconter une scène où il va la raconter avec violence et on va voir qu'il va commencer à s'agacer quand il va raconter la scène où les aliens auraient touché ses parties génitales en essayant de récupérer le fluide qu'il y a dedans. Visiblement, il a vraiment eu une réaction, il a commencé à un peu bouger dans tous les sens au niveau de son corps alors qu'il était assis, à répondre de façon sèche et énervé avec les sourcils foncés, vraiment le gars en colère. Ça ressemble à ça en tout cas, ça ressemble à quelqu'un qui vit la scène. Mais du coup, ça ne veut pas dire que puisqu'il vit la scène, c'est quelque chose qu'il a déjà vécu réellement, on est d'accord? Non, pas du tout. Il peut se l'inventer en temps réel. Ah oui, complètement. Tu peux inventer ce que tu veux en temps réel, tu peux avoir l'impression d'être dans un jeu vidéo, de ce que tu veux, vraiment il n'y a pas de... Et quand même vivre les sensations pleinement comme si c'était réel, on est d'accord? Tu peux, Okay.
Merci beaucoup à toi d'être venu, Et ben, c'était merci à cool, toi de et m'avoir puis proposé. du coup peut-être à une prochaine, sur une prochaine vidéo pour nous expliquer d'autres choses. Au plaisir. Bon, je sais que déjà toute cette partie n'aura pas plu aux complotistes, mais là cette fois c'est un professionnel qui a parlé, donc c'est compliqué de venir détruire ses propos, ou en tout cas il va falloir que ce soit vraiment bien construit. Il y a un détail que je vous ai pas donné concernant ce témoignage, il a été fait en 1963, donc 2 ans après les faits, ce qui leur laisse complètement le temps d'être potentiellement influencés pour vivre ce qu'ils vont vivre sous hypnose. Il y a autre chose qu'il faut savoir, dans le New Hampshire, c'est pas le premier témoignage d'observation OVNI. Et non, il y aura plusieurs étudiants qui vont notamment témoigner aussi être suivis ou avoir observé des objets volants qu'ils ne connaissaient pas. Là, sa petite cerise sur le gâteau, la sœur de Betty va lui avoir dit quand elle l'aura appelé juste après avoir vécu la rencontre, c'est-à-dire peu de temps avant d'appeler l'armée, qu'elle aura elle-même vécu une observation d'un OVNI quelques années auparavant. Voilà, qu'il l'aurait aussi suivi en voiture. Bon, niveau influence, on peut pas dire qu'il n'y en a pas. Surtout que quelques années avant, il y a Roswell, par conséquent déjà les premières créations des petits gris, etc., etc. Personne ne peut dire à cette époque-là qu'il n'a pas été potentiellement influencé par une création d'extraterrestres. Il vous en faut plus? Moi aussi, alors je continue. En 1977, 3 spécialistes de l'hypnose vont créer l'expérience de Leeson. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de Leeson? L'expérience de Leeson, c'est simple, c'est 15 témoins qui vont être mis dans une pièce et à qui on va demander de raconter une situation d'enlèvement extraterrestre. Après, on les met sous état d'hypnose et on leur demande de raconter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, cette expérience elle-même n'est pas une preuve, non, parce qu'ils peuvent très bien avoir entendu parler du couple Hill avant, et donc par conséquent raconter ce qu'ils considèrent eux comme un enlèvement extraterrestre aussi. Certes, c'est une influence qui est possible, mais on peut aussi dire l'inverse, que tous les éléments du contexte historique, du contexte au moment où tout ça se passe, sont importants et sont finalement capables d'influencer une personne, qu'elle peut se mettre à créer à peu près le même scénario d'enlèvement extraterrestre. Donc ça peut crédibiliser comme décrédibiliser le scénario de Betty and Barney. Néanmoins, il y a bel et bien une observation troublante qui est celle de la présence d'un ovni sur les radars de l'armée dans le coin où Betty et Barney auraient vu cet ovni eux aussi. Mieux que des paroles, des images, je vous laisse écouter Betty. Le 20 septembre, quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai appelé la police afin de signaler mon cas. Et ils nous ont référé à la base de l'US Air Force afin que nous les avisions de notre affaire. Dans Portsmouth, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai fait, par chance, parce qu'ils ont capté l'OVNI sur le radar. Voyez-vous, nous avions vu l'OVNI aux alentours de minuit, et eux l'ont détecté vers 2h14 du matin. Ils ont donc, les militaires, assisté exactement au départ de l'OVNI. 2 avions ont décollé en reconnaissance et j'ai appris l'existence d'un rapport que je n'ai pu lire malheureusement car il est classifié. Donc les seules certitudes que l'on a, ce sont nos preuves matérielles. Donc l'observation d'un ovni par les radars de l'armée, ok. Des traces sur les chaussures de Barney, sur la voiture de Barney et sur la robe de Betty, que ce soit des traces physiques ou aussi des traces simplement sur le tissu de sa robe qui vont être détendues comme si elle s'était débattue de quelque chose. Bon, ok, ça marche. Ça, c'est réel. On a aussi un témoignage sous état d'hypnose auquel on ne peut pas prêter de crédit simplement parce que l'hypnose, ça n'est pas une preuve de véracité, sachant qu'ils vont avoir été énormément, mais alors vraiment énormément influencés, que ce soit après avoir vécu cette fameuse observation, mais encore une fois, avant le témoignage sous hypnose, ou après le témoignage sous hypnose. Il faut savoir qu'après avoir vécu ça, ils vont s'être documentés énormément par rapport aux ovnis, par rapport aux aliens. Donc du coup, ça leur laisse complètement la possibilité de commencer à s'imaginer, à créer des scènes, tout en sachant que Betty avait un imaginaire très développé et qui pouvait lui permettre du coup de développer plusieurs éléments, plusieurs détails, de décors potentiellement même, d'où la carte stellaire et plein d'autres choses. S'il y a bien une chose qui est sûre dans cette histoire, c'est qu'ils ont vécu un événement extrêmement traumatisant, notamment à cause des traces de bagarre sur la robe de Betty, mais aussi par rapport au fait qu'ils ont subi un choc mental, ce qui leur a fait complètement oublier et faire passer leurs souvenirs à la trappe. Pour autant, Betty, en ayant un imaginaire surdéveloppé, elle a certainement raconté tout ça à son mari après l'avoir vécu sous cauchemar, et du coup, lui se serait imprégné de l'histoire. En tout cas, c'est le contexte le plus favorable, ou en tout cas le plus crédible que l'on puisse imaginer autour de toute cette histoire. D'après moi, mon avis en tout cas, c'est que tout ça a été plus ou moins inventé de toutes pièces, et pas forcément de leur volonté. Je m'explique, c'est-à-dire qu'effectivement sous état d'hypnose, ils revivent réellement cette scène, effectivement ils la revivent réellement avec effroi, et ils vivent vraiment les sensations qu'ils pensent vivre sur le moment même s'ils avaient vécu ça en vrai. Mais pour autant, je suis persuadé que cette histoire est fausse pour plusieurs détails que je viens de vous énoncer. Pour moi, toute cette histoire s'explique par le fait qu'ils étaient certainement très fatigués, qu'ils rentraient de vacances, qu'il faisait nuit, qu'il y avait un contexte qui était très particulier, le fait que déjà ce soit un couple interracial en 61, c'est très dur à vivre,
pour les nerfs, pour le mental, tout lâche. Il devait subir une pression mais constante, ce qui faisait d'ailleurs en sorte que Betty soit finalement malheureusement assez régulièrement en dépression, notamment à cause de ça, malgré l'amour qu'elle pouvait porter à son mari. Si l'on ajoute ça avec sa capacité à créer pas mal de récits un peu fantastiques, que l'on peut ajouter aussi à ça le fait que Barney n'avait pas du tout envie de témoigner de tout ça, en bref, pour moi, beaucoup trop d'éléments concordent vers le fait que malheureusement, en tout cas, cette histoire ne contient pas de preuves formelles. Mais c'était le premier témoignage d'une abduction extraterrestre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et à la commenter pour me donner votre avis sur cette histoire, pour moi aussi me donner vos éléments. J'en ai certainement oublié certains, il y en a certains que j'ai certainement pas cités volontairement, simplement parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. En tout cas, si ça vous a donné envie de vous intéresser plus concrètement à cette histoire, n'hésitez pas, il y a des liens en description. Et puis je suis pressé de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.